Excellence Magazine. Monsieur Nikez Kibelbel, vous êtes journaliste d'investigation, écrivain et éditeur du journal Les Coulisses. Est-ce que j'ai omis quelque chose par rapport à votre présentation? Non, c'est une bonne présentation. Bienvenue dans Excellence Magazine. Merci. Alors, vous êtes résident dans la partie est de la République démocratique du Congo, à Béni, plus précisément, c'est ça? Dans le nord Kivu. Alors, comment définissez-vous déjà l'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays? Merci pour cette opportunité que vous m'offrez. Le problème sécuritaire à l'est, et principalement au nord Kivu, si vous voulez, dans la région de Béni, est complexe. Complexe par rapport d'abord à l'identité des acteurs de la violence. Il y a beaucoup de groupes armés locaux et étrangers, et à l'heure qu'il est, il y a même des groupes armés à idéologie religieuse. Et puis nous avons les FARDC qui sont là, dans leur mission régalienne, de rétablir la sécurité. Donc, en bref, la sécurité à l'est et notamment au nord Kivu et à Béni principalement, pose problème, pose de très sérieux problèmes parce qu'on tue presque chaque jour. Mais à ce stade, quels sont les indicateurs à la base de l'insécurité dans cette partie du pays? Il y a beaucoup de paramètres, beaucoup d'indicateurs. Allez-y, citez-en. Vous avez d'abord le problème foncier. Oui. Vous avez le problème des démographies galopantes. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de planning familial, mais c'est à peu près ça. Et vous avez des problèmes de survie. Et enfin, vous avez ce problème de la faillite de l'État, parce que ça se passe dans des zones où la présence de l'État n'est pas totale. Mais je voudrais ajouter un autre aspect. Oui, allez-y. Il y a la suprématie de la coutume sur l'État. Les gens parlent plus coutume que de parler État. Alors tout cet état des choses fait que l'insécurité se porte bien à l'est. Ok, mais d'où viennent tous ces groupes armés? Il y a des groupes armés locaux qui sèment la terreur et la désolation. Qui sèment la terreur et la désolation parce que c'est une longue histoire. Il y a des groupes armés, comme je disais, il y a la compétition foncière, c'est des milliers à haute démographie. Et chacun veut protéger sa terre, protéger sa communauté. Donc, au départ, vous avez des groupes armés ou des milices communautaires. Vous avez aussi le problème de la nationalité qui s'est posé, qui se pose. Qui continue? Oui, ça se pose, même si à Kinshasa, on n'en fait pas cas. Mais à l'Est, on distingue encore à partir du faciès qui est qui. Ce problème aussi est à la base de l'insécurité. Vous avez aussi les minéraux, les pillages. L'économie informelle, l'économie du sang. Vous avez cela. Et enfin, vous avez, comme je l'ai souligné, cette présence faible de l'État, ce qu'on appelle les zones grises, là où l'État n'arrive presque pas. Et les groupes armés ont trouvé un terrain propice pour y demeurer et pour imposer leur mode de vie, parce qu'ils doivent vivre de l'économie, ils doivent vivre des taxes. Et finalement, tout cela tombe sur les populations civiles. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation et même écrivain. Vous avez écrit certains ouvrages par rapport à la situation à l'est du pays. Mais j'aimerais savoir qui, selon vous, finance ces groupes armés, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays? C'est une question fondamentale, je dirais même prioritaire. Mais la question n'est pas de qui finance. La question, nous commencerons d'abord par... Oui, qui sont derrière eux? Non, vous avez raison. Oui, par exemple. Nous commencerons d'abord les armes avec lesquelles ces groupes opèrent. Viennent d'où? Parce qu'il faut commencer par le commencement pour maîtriser les rouages. Or, aujourd'hui, personne ne fait la traçabilité des armes. Parce qu'en RD Congo, on ne fabrique pas des armes, sauf des armes traditionnelles, artisanales. Donc, il y a l'économie mondiale sur les armes, la vente d'armes, les circuits des armes.
qui a trouvé, c'est sûr, qui a trouvé un terrain fertile, qui est pratiquement la sous-région et principalement le Kivu. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a des opérateurs politiques, mais qui sont à la fois des opérateurs politiques et des opérateurs de violence. C'est-à-dire que la violence ethnique leur sert d'ouverture pour avoir des postes politiques. Et il y a beaucoup de tireurs de ficelles. Vous avez aussi les multinationales qui utilisent ces milices. Parce que les milices qui exploitent les minéraux, ils les vendent quelque part. Alors, tous ces cocktails-là fait que l'insécurité se porte très bien. Donc l'insécurité se porte très bien, chose qu'on voudrait à coup sûr éviter, mais qui tarde encore à être évitée. Selon vous, les alternatives, il y en a? Oui, les alternatives, il y en a, mais parce qu'il faut aussi distinguer. Dans nos enquêtes, nous avons distingué deux sortes d'insécurité. Vous avez ce que nous avons, parce qu'il y a aussi les terrorismes dont on parle peu. Oui. Il y a les terrorismes laïcs, des groupes, des milices qui tuent sans idéologie derrière. Et puis il y a les terrorismes religieux, idéologiques, des ADF, qui sont des djihadistes. Oui. Alors à ce moment-là, et tous ces groupes armés utilisent la guerre asymétrique, soit la guérilla, soit la guerre asymétrique. C'est-à-dire qu'ils évitent les affrontements de corps à corps avec l'armée régulière, même avec les casques bleus, et ils opèrent par des embuscades, ils opèrent par des attaques des populations civiles. Alors, pour trouver une alternative à la paix, il faut mettre en commun tous ces éléments et réfléchir froidement et voir pour chaque mode opératoire quelle solution, quelle réponse adéquate donner. Voilà, dans ses propos, le cardinal Fridolin Ambongo, lors de son dernier point de presse, a renseigné que l'objectif principal de ces groupes armés serait de dépeupler la population, afin de créer l'instabilité d'abord, dépeupler, et puis après, ces territoires seront occupés par les FDLR et puis les ADF NALU. Vous, comment jugez-vous le point de vue du cardinal? Merci beaucoup. Et c'est un point de vue qui est confligène, je peux dire ça. Confligène, je vais m'expliquer. D'abord, il dit certaines choses qui sont vraies. Et vous avez les FDLR. Les FDLR, c'est des Hutus, des réfugiés Hutus rwandais, qu'on a déversés sur notre sol depuis 1994. Ils y sont, on leur a refusé pratiquement l'accès de retour à leur pays. Parce que le pays est trop étroit, trop petit, il n'y a pas de place. Ça, c'est au moins pour les réfugiés. Et vous avez le problème des ADF. Les ADF ne sont pas des réfugiés. Les ADF ne sont pas un groupe armé d'un pays. Les ADF, c'est l'ensemble des djihadistes, des islamistes. Ils sont 6, 7, 8 personnalités qui se sont retrouvés dans le réseau, notamment à Bini. Et là, il s'est constitué une sorte de califat, ils restent là-bas, ils n'ont pas de pays. Et ils ont la foi, ils sont liés par la foi. C'est par ce que les musulmans appellent l'Ouma. L'Ouma, c'est la communauté des croyants. Donc, vous les chassez, ils n'ont pas de pays. Leur pays, c'est là. Parce qu'il faut que l'islam s'étende à travers le monde. Vous avez cela. Alors, vous avez d'autres paramètres, comme je l'ai dit. Alors, j'ai dit que le cardinal a fait un peu de méli-mélo. Oui. Parce que vous savez, à l'Est, j'ai dit tantôt qu'il y avait des problèmes aussi des nationalités. Et notamment, quand vous êtes à Minembwe, on parle de Banyamulenge. On vous parle des rwandophones ou des Banyarwanda. Mais il y a des Hutus et de tous ceux qui sont congolais. Même au sein de l'Église catholique, il y a des prêtres rwandophones. Alors, est-ce qu'il faut les chasser? Ceux qui sont au sein de l'Église, il faut les chasser. L'Église qui prône l'amour. Ceux qui sont au sein de l'armée, il faut les chasser. Ils ont des armes. Et ceux qui sont dans les institutions à Kinshasa, faut-il les chasser? Et eux vous disent ils sont des Congolais. Vous vous dites ils ne sont pas des Congolais. Ils iront où? Mais comment l'attester? C'est ça le problème. Pardon? Comment l'attester? Mais c'est ça. Quand ils le disent, les autres réfutent. Comment l'attester? Mais ce problème, c'est pourquoi j'ai parlé de conflits gènes. Parce que dans les années 90, à l'époque de la conférence nationale souveraine, les gens du Kivu avaient soulevé ce problème de nationalité. Et ce problème de nationalité, on a chassé les rwandophones, sans savoir qui est qui dans cette sauce tragique. Ça nous a amené la guerre de l'AFDEL.
On a dit non, les Banyamulenge ont pris les armes, ils réclament leur nationalité congolaise. Et on n'a jamais trouvé de solution. On a créé ce qu'on a appelé les 1+4, en disant taisez-vous, mettez-vous ensemble et reconstruisez votre pays. Ça, c'est ce qui s'est passé à Sun City. Sun City, c'est en 2002. Et 18 ans après, nous remettons l'affaire sur la place publique. Alors, il faut que les législateurs, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, les parlements, trouvent des solutions. Et notre pays traverse des crises multiformes. Il y a aussi la crise de ceux qui ont deux nationalités. Vous savez, la loi au Congo n'accorde pas de nationalité. Donc on n'a jamais résolu tous ces problèmes de nationalité. Alors il faut aller froidement. Il faut aller froidement et savoir par où commencer. Parce qu'il y a des pays qui se sont constitués avec des nationalités diverses. Mais pensez-vous que cette préoccupation devrait être traitée lors de la rentrée prochaine parlementaire, parmi les priorités? Les parlementaires devraient apprécier, mais devraient d'abord faire une analyse critique du discours politique. Parce que là, les cardinals entrent dans les discours politiques. Faire cette analyse critique du discours politique, surtout que les cardinals revenaient d'une mission pastorale à l'Est. Cela signifie qu'il a ramassé autant d'éléments qui l'ont poussé. Donc il avait la certitude par rapport à ce qu'il avait comme élément. C'est ce qui lui a poussé à dire tout ça. Mais c'est ce que je dis. Comme il revenait de l'Est, il a fait cette déclaration. Cela suppose qu'il a tous les éléments. Moi, je ne parlais pas de certitude parce que je n'ai pas vu. Cela suppose qu'il a tous les éléments qui l'ont poussé à tenir ce langage. Et comme nous le savons, quand on a ce genre d'éléments, on les verse, on donne aux députés, et les députés voient s'ils peuvent légiférer. Donc le problème est complexe, comme je l'ai dit. Le problème peut être, je ne dis pas que ce que le cardinal a dit est faux, je dis le problème est complexe, il est profond, mais il faut les traiter avec des pincettes. Mais pensez-vous pas que la thèse du cardinal Fridolin Ambongo explique mieux le risque de balkanisation de la République démocratique du Congo? Vous savez, cette histoire de balkanisation, c'est une longue histoire. Vous en savez beaucoup, vous en savez beaucoup. Oui, une longue histoire, parce que si vous prenez seulement le passé, parce que d'autres vous diront que depuis le Lumumba, depuis notre indépendance, il y a eu la sécession katangienne, c'est une balkanisation, il y a échoué. Il y a eu la guerre du Sud Kasaï avec les Moulopé, ça a échoué. Mais pas plus loin. Moi, je peux vous remonter au massacre des étudiants, les fameux du Titi Mboka, où le gouverneur Koyagialo Sonama a été condamné, où le Mungous Karlibon a déclaré qu'il y avait autant de charniers où on a enterré des étudiants. Et jusqu'à sa mort, il n'a jamais montré. Il y a aussi en 82, en 92, avec l'élection d'Etienne Tshisekedi à la conférence nationale souveraine, on a fait l'épuration ethnique de Kasaï. Alors, vous remontez à l'Est, vous trouvez des guerres. Il y a eu la guerre d'Ntoto, c'est-à-dire les Nyang, donc les autochtones, ceux qui se disent autochtones, contre les Banyarwanda, c'est-à-dire les Nyanga, les Nande, les Hunde, contre les Tutsis et les Hutus. Après, il y a eu cette guerre entre les Tutsis contre les Hutus. Et puis, il y a eu l'histoire du Rwanda. Donc, il y a une succession d'événements qui montrent que les tentatives de balkanisation existent toujours et depuis toujours. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais à qui profiterait le morcellement de la République démocratique du Congo? Pas aux Congolais. Pas aux Congolais. Naturellement, au fait, il faut repartir de la fin de la guerre froide. Vous savez, lors de la conférence de Berlin, les États-Unis n'avaient rien gagné parce qu'à ce moment-là, ils étaient ce qu'ils étaient. Après la guerre froide aujourd'hui, les États-Unis ont estimé qu'ils devaient avoir des colonies. Et ce sont des oil mines. Là où il y a du pétrole, là où il y a des minéraux stratégiques, les Américains veulent avoir une mainmise. Ils l'ont fait en 60 parce qu'au fait, notre économie, depuis l'indépendance, les financements venaient des Américains. Les Belges n'étaient que des sous-traitants. Bon, ils ont échoué en 60 avec l'assassinat de Lumumba. Et aujourd'hui, avec le coltan, avec le boom du coltan, avec les minéraux, les pyrochlores qu'on appelle le niobium, c'est dans la fabrication des alliages, donc comment dirais-je, des matériaux qui résistent à la haute température et qui participent à la fabrication des fusées. Ça, on les trouve dans le Nord Kivu, à l'Ouest. Alors, tout cela amène à l'économie de la guerre et amène à ce que ceux qui ont des idées
de la balkanisation en disant le Congo est trop vaste, mal géré, mal dirigé. On peut le faire. Mais à ces points, l'envoyé spécial des États-Unis au Grand Lac, Peter Pan, a soutenu une fois que la solution pour la RDC serait de balkaniser pour avoir une stabilité. Pensez-vous que c'est réaliste? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Ou réaliste. ça dénote d'un complot international? Mais je réponds à la question. Et lorsqu'on balkanise, qui seront nos voisins? Ce sont les mêmes. Si on crée un État qui s'appellerait l'État du Sud, ils auront les mêmes voisins, les Burundais et les Rwandais. Si on crée un autre État, un État, je ne sais pas, du Rwenzori, ils auront les mêmes voisins, les Ougandais. Donc on n'aura pas résolu le problème. Parce que le problème qui se passe dans notre pays est complexe. Ce n'est pas comme au Soudan. Au Soudan, par exemple, il y avait les nordistes qu'on assimilait aux musulmans et il y avait les sudistes qu'on assimilait aux animistes et aux chrétiens. La chose paraissait même une des solutions, mais le Soudan du Sud est toujours en guerre jusqu'aujourd'hui. On a réussi en Éthiopie, on a séparé les Tigréens et les Érythréens. Aujourd'hui, nous avons deux pays. Et des voisins, des familles qui ne s'entendent plus, ils commencent à renouer. Donc, à qui va profiter les crimes? À celui qui, dans son laboratoire, a concocté ce plan-là. Je ne pense pas que ça profiterait à nos populations. Encore que je n'ai pas fait de référendum. Mais de façon générale, les populations congolaises ne veulent pas de cette bataille. Certains observateurs, analystes politiques de la RDC estiment que ces plans de balkanisation de la RDC est l'œuvre de certains dignitaires du pays qui travaillent en connivence avec le Rwanda. Est-ce que vous avez certains éléments en tant que journaliste qui confirmeraient cette information? Le Congolais a une panoplie sur le Rwanda. Le Rwanda, quelle force pour battre? Non. Le projet existe. Le projet a été concocté dans les laboratoires anglo-saxons. Vous avez les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël et certains autres pays. Les Rwandais, l'Ouganda, c'est des sous-traitants. En eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Mais comme dit une sagesse, les sorciers de l'extérieur n'entrent chez vous qu'avec la complicité d'un des fils de la maison. Donc naturellement, on se servira de certains fils congolais, certains fils et filles congolais, pour tenter de le faire. Ils l'ont déjà fait en 98, jusqu'en 2001-2002. Mais c'était une somalisation de notre pays. Nous avions 5 partis, et chaque parti structuré, dirigé avec des premiers ministres, avec des ministres, avec des magistrats. Nous avions une partie du RCD Goma, une partie du MLC, une partie RCD KML, une partie RCD national de Roger Lumbala, et une autre partie Lituri. Donc nous avons vécu une sorte de somalisation de la RD Congo. Et Dieu merci, nous sommes revenus à cet État, à ces frontières de 1960, qui s'appelle la République démocratique. Le projet existe, il ne peut être exécuté qu'avec le concours de certains fils et certaines filles de la RD Congo. Alors le coordonnateur de la coalition Lamuka, l'actuel Adolphe Muzito, qui pense que selon lui, il faudrait faire la guerre au Rwanda pour enfin rétablir la sécurité dans la partie est de la République. Êtes-vous d'avis, vous aussi? Muzito a été Premier ministre. Posez-lui la question, il a construit combien de camps militaires? Combien de camps militaires? Parce que pour mener une guerre, pour déclarer une guerre, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Notamment. Je parle des camps militaires. C'est-à-dire que lorsque nous attaquons le Rwanda, dites-nous la première base militaire sera à Kisangani. Mais quand vous êtes à Kisangani, pour arriver à Goma, c'est par là que vous passez. Donc quelqu'un qui a Isseni, il abat l'avion. Il faut construire des camps militaires qui sont des camps militaires dissuasifs, c'est-à-dire non loin des frontières. Regardez les anciens camps que les Belges, les Mangab aujourd'hui, c'est les gardes-parcs qui sont là-bas. Si vous arrivez à Bukavu, les camps Sayo, c'est la trace. Vous allez à Bunia, Rwampara. Donc, on ne peut pas se lever, sauf si c'est un discours politicien, on ne peut pas se lever un matin comme ça, on dit nous allons attaquer le Rwanda, alors que nous n'avons pas encore assuré notre armée. Les services de renseignement doivent être des services de renseignement efficaces. Une armée adaptée à toutes les stratégies. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre asymétrique. Il faut des troupes spéciales, il faut des infiltrations, il faut tout.
si c'est une déclaration politique pour être applaudie, tant mieux, mais lui, je nous pose la question, il a construit combien de camps militaires équipés qui peuvent faire face au Rwanda? Parce que le camp militaire le plus proche de la frontière entre la RDC et le Rwanda, ce n'est pas à 20 mètres, à 20 km. C'est quelques 8 à 10 km du Rwanda. Donc eux, ils ont la facilité d'entrer rapidement chez nous. Donc son idée n'est pas mûrie, c'est ça? Son idée n'est pas mûrie et ce n'est même pas approprié. Ah, d'accord. Alors, quelle est votre appréciation par rapport aux actions menées par le FARDC et dans la traque des ennemis, en tout cas dans la partie est de la République démocratique du Congo? Puisque vous êtes de là, nous sommes certains que vous voyez ce qui s'est fait sur terrain. Quelle est votre appréciation? Merci, j'ai beaucoup écrit sur ça. Et aussi, j'ai été 3 ou 4, 5 fois invité à l'état-major au collège des études pour donner mon point de vue. Depuis nous entrons au XXIe siècle, les guerres classiques ont presque, j'allais dire, on les a mis dans le frigo. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile que 2 États se battent. Nous sommes entrés dans les guerres ou la guerre asymétrique. Et dans la guerre asymétrique, l'ennemi, c'est le renseignement qui prend la première position. Et le renseignement est la population. Parce que le renseignement ne peut être donné que par une population qui est en confiance ou qui fait confiance à son armée. Alors, les FARDC sont au front, ils se battent. Mon appréciation, les FARDC sont en train d'adapter leur stratégie à la stratégie de l'ennemi. Comme je l'ai souligné, l'ennemi n'attaque pas les FARDC. L'ennemi utilise la guerre asymétrique, c'est-à-dire que l'ennemi utilise des embuscades, il contourne des positions des FARDC pour tuer la population. Donc les FARDC sont au front, nous devons les soutenir parce qu'il n'y a aucune armée au monde qui n'a gagné des guerres sans le soutien de la population. Et quand je dis la population, c'est toute la classe politique, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du pouvoir, parce que l'armée, c'est l'armée nationale, c'est la colonne vertébrale de notre pays. Donc, les FARDC sont au front, ils se battent, ils se sont sacrifiés. Vous savez la différence entre les militaires et les prêtres. Le militaire, quand il s'engage, il dit « je porte cet habit pour mourir ». Donc, le militaire signe déjà sa mort. Les prêtres, au bout du fil, au bout du rouleau là-bas, il nous prêche la mort, mais au paradis. Il dit « vous trouverez le compte au paradis ». Lui-même ne meurt pas avant. Mais les militaires, quand ils portent la tenue, disent « je veux pour mourir ». Donc nous avons l'obligation de soutenir cette armée-là. Par la prière, par les actes. L'Église, qui est l'aumônier, ou l'aumônier si vous voulez, devrait prier, protéger les militaires, demander des protections des militaires, parce qu'il y a des prières pour la protection, pour la guerre. Prier aussi, donner la morale pour que le moral des militaires soit au top. Mais quand vous faites des déclarations que l'armée est infiltrée, tout ça, vous démoralisez les troupes. Et le gouvernement de son côté devait faire quoi? Mais le gouvernement d'abord dans sa mission régalienne, équiper, donc former, recruter, former, équiper convenablement l'armée en tout. Vous ne pouvez pas donner un salaire de 90 000 francs à un militaire, là où vous touchez 10 000 $. Et ces militaires vous protègent et puis vous dites que les militaires ne font rien. C'est inconcevable. Donc il faut que le gouvernement mette parmi les priorités, parce qu'on ne peut pas développer les pays sans la sécurité. Donc priorité, c'est la sécurité. La sécurité suppose le renseignement, suppose la confiance de la population, suppose l'équipement des militaires, suppose le moral du militaire. Et à ce moment-là, les militaires nous font un bon travail et nous pouvons vivre en paix, et nous promener 24 heures sur 24 sans souci. Mais est-ce que vous voyez en nos dirigeants la volonté ou la détermination de pacifier la partie est de la République? Le problème, ce n'est pas que la volonté manifeste ou visible. Le problème, il faut lire les faits sociaux. Et tout à l'heure, je me suis posé la question concernant le Premier ministre Mosito. Il a construit combien de kilomètres? Mais nous pouvons rétropédaler. Depuis que Mobutu est parti, nous avons construit combien de kilomètres? Nous en avons réhabilité combien? Alors, donc si les primaires, les fondamentales, nous ne les faisons pas, nous pouvons déclarer haut et fort que nous allons sécuriser notre pays, mais nous ne réussirons pas, parce que les fondamentaux, nous n'en avons pas touché. Donc la volonté politique sur les lèvres est là,
les déclarations de bonnes intentions sont là. Vous savez que même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ceux qui ont déjà été en enfer, ils vous disent que là, il y a beaucoup de bonnes intentions. Donc les bonnes intentions seules ne suffisent pas pour des actions sur donner la quiétude, le bien-être, le sourire. Des actions palpables. Voilà. Il faut des think tanks, c'est-à-dire des bureaux d'études qui réfléchissent sur quelle défense devons-nous avoir. Nous sommes un pays attaqué de toutes parts par nos voisins. Nous sommes un pays avec 9 voisins. Alors nous devons étudier une philosophie sur la RDC. Quel est le genre de défense? Regardez Israël. Il est entouré des ennemis. Et il a les services de renseignement, les services secrets les plus sophistiqués du monde. Parce qu'il sait que les jours où il ferme les yeux, Israël n'existe plus. Alors, voilà, en somme, quelles sont les propositions que vous préconisez pour qu'il y ait pacification dans la partie est de la République en tant que journaliste d'investigation, en tant qu'écrivain, parce que vous avez mûri à ces sujets beaucoup de choses. Il y a beaucoup de propositions, mais les propositions comme ça, du tic au tac ne suffisent pas. Il faut créer ce qu'on appelle, pas une conférence, mais les états généraux de la défense. Okay. Et dans ces états généraux, il faut aussi que les civils participent. Parce qu'aujourd'hui, la guerre a cessé d'être uniquement une affaire militaire, c'est maintenant aussi une affaire de civils, comme l'état-major nous avait invités comme civils. Alors, on réfléchit sur la politique militaire de notre pays. Et à ce moment-là, on va lever les options. Mais si aujourd'hui je dis il faut bien payer les militaires, ça c'est le pansement. Vous allez bien payer les militaires alors que les militaires n'ont pas d'armes qu'il faut. Mais aussi il faut un lobby à l'international. Nous avons une diaspora qui passe tout son temps à injurier ce qui se passe au pays. Mais si la diaspora pouvait même cotiser pour les militaires. Mais comme je dis, ça c'est des pansements. Il faut des états généraux réfléchir, créer des think tanks, qui ont des groupes d'études, des bureaux d'études, pour analyser les phénomènes sécuritaires et la menace sécuritaire pour la RDC, pour que nous soyons un État fort et que nous soyons respectés par les 9 voisins et le monde. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine. Vous avez quelques minutes pour passer votre message, mais seulement en une de langue nationale. Vous allez regarder la caméra et passer votre message. Tolobi, mboka na biso, bapaya ebele bazali na makanisi mabe mpona mboka na biso na ndenge ba richesse toza na bana mboka ifo tosangana tozala elongo pour tosimba armée alonga etumba mais pour l'armée alonga etumba biloko ezali ebele faut kotia militaire kotia soldat na bacondition malamu. Par exemple, tolobi pe awa ke ifo tozala na politique ya défense kotonga bakamp militaire par exemple le long à la frontière pour mon voisin banga biso atosa biso pe. Et il faut pour ça l'état généraux pour sangana po tokanisa et politique nini tokozwa pona armée na biso pour que ba voisin bapaya babanga biso batosa biso pe pour que richesse nkita na biso et profiter na bana. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour d'autres questions liées à l'actualité. Tout le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à notre magazine dénommé Excellence. J'ose croire que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Retrouvez-nous prochainement avec les mêmes plaisirs et avec un nouveau numéro. Au revoir. Excellence Magazine. Excellence Magazine.